Géraldine Marx, qui est collaboratrice scientifique à l'Institut de droit de la santé, docteur en droit depuis 2012, et vous partagez donc vos activités entre enseignement du droit à l'EPFL pour les étudiants en master en ingénierie du vivant et à l'Université de Genève dans le master en santé globale et de la recherche. Donc, vous avez également enseigné le droit de la santé publique à la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel en 2020 et 2021 et vous vous intéressez tout particulièrement au rôle du droit comme outil d'intervention en matière de santé publique, notamment pour la lutte contre les inégalités en santé. Et vous êtes membre de la Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles depuis 2020. Donc là, vous allez nous présenter une approche d'épidémiologie légale de la santé personnalisée. Merci beaucoup d'être revenu et on se réjouit de vous entendre pour ce volet numéro 6 de la série Épidémiologie légale. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie à nouveau pour cette opportunité de parler d'épidémiologie légale. Et puis cette fois-ci, je vais orienter, illustrer cette approche d'épidémiologie légale en vous parlant de santé personnalisée. Alors pourquoi la santé personnalisée? C'est parce que je fais partie d'un projet, le projet d'Office, qui est Development of Personalized Health in Switzerland, qui est un projet financé, un projet Synergia financé par le FNS de 2019, qui réunit un certain nombre de disciplines de sciences sociales euh, autour de cette notion de la santé personnalisée. Alors il y a des sociologues, des juristes, éthiciens, euh, anthropologues et les sciences actuarielles aussi sur l'analyse les assurances. Et donc, moi, mon projet, c'est de mettre en place une grille d'analyse et une analyse des cadres juridiques nationaux dans 10 pays pour permettre de visualiser le cadre juridique qui permet le développement de la santé personnalisée dans ces 10 pays du monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les premiers, tout premiers résultats préliminaires de ce projet et le but étant de vous illustrer comment peut se concrétiser un projet d'épidémiologie légale. Alors, c'est bien connu, les juristes aiment bien mettre les choses dans des cases, c'est-à-dire qu'on les qualifie juridiquement et à partir de cette qualification, on arrive à déduire un régime juridique, c'est-à-dire un encadrement de règles juridiques qui permettent de balancer certains intérêts concomitants dans le cadre du développement de certaines activités. Avec la notion de santé personnalisée, bon, enfin, pour vous illustrer ce fait que les juristes mettent les choses dans des cases, si on prend par exemple la recherche est réglementée par le droit, il y a la recherche qui est conduite sur les êtres humains, après on va déterminer si cette recherche, elle porte sur la santé ou si elle ne porte pas sur la santé, si la loi sur la recherche sur l'être humain va être applicable ou pas. Après, il peut y avoir des recherches donc en dehors du domaine de la santé, il peut y avoir de la recherche avec des animaux. Dans ce cas-là, on va appliquer le régime juridique de l'expérimentation animale. Ça, c'est des exemples de mettre les choses dans des cases pour en déduire des régimes juridiques. Avec la santé personnalisée, qui est une approche médicale et de santé publique, qui se développe depuis les années 80 et en Suisse depuis une quinzaine d'années. Cette notion, elle se développe en parallèle à d'autres notions comme la médecine personnalisée, la médecine stratifiée, la médecine précision et d'autres notions comme la santé publique de précision, la prévention de précision. Donc on est tout, en tant que juriste, on est tout particulièrement intéressé par cette notion de santé personnalisée parce qu'il va falloir tout d'abord qu'on la définisse juridiquement, qu'on sache exactement quels sont les objectifs de cette approche et quels sont les moyens qui vont être utilisés pour savoir, pour pouvoir identifier les potentiels risques et de manière à les encadrer pour que tout le monde puisse développer ses activités tout en minimisant les risques pour la société, pour les chercheurs, pour la société, pour les participants humains qui participent.
Donc, en tant que juriste, on a toujours besoin d'une définition. Là, je vais m'appuyer pendant quelques diapositives sur une présentation que mon collègue Alexandre Doche, qui est avocat et doctorant à l'Institut de droit de la santé et qui travaille dans le cadre de sa thèse sur les qualifications juridiques des parties détachées du corps dans le cadre de l'article de la santé personnalisée, et qui, il y a 10 jours, nous avons fait une conférence à l'Institut du droit de la santé sur la santé personnalisée et la lutte contre les inégalités. Et dans sa présentation, il a fait il a parlé de notre étude de la notion de santé personnalisée euh, en s'appuyant sur les différentes notions parallèles, la médecine personnalisée, la médecine stratégique, et pour mettre en évidence l'existence d'une certaine confusion terminologique à l'heure actuelle. Alors ce terme de confusion terminologique, il n'est pas à prendre dans un sens négatif, c'est juste une observation. On observe que dans la littérature à la fois scientifique, mais aussi sur les sites internet de présente la notion de personnalité, on constate qu'il y a une certaine association, voire assimilation entre des notions comme la santé personnalisée, la médecine personnalisée. Alors là, vous avez sur cette slide quelques exemples de cette, ça je dirais plutôt que confusion terminologique qui peut avoir une connotation négative, parce qu'on ne dit pas qu'ils ont juste faux, on observe juste que, par exemple, dans certains titre, il y a la santé personnalisée, et puis ensuite dans le développement, dans le corps du texte, on parle indifféremment de médecine personnalisée ou de santé personnalisée. Ce qui a des conséquences sur le débat public qui tend à se limiter aux aspects médicaux si on traite indifféremment de la médecine personnalisée et de la santé personnalisée. Donc tout d'abord, ce flou, on le voit dans le message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation. Donc c'est un message du Conseil fédéral qui explique sa vision des priorités de recherche et qui introduit dans ce document les différents arrêtés fédéraux qui vont ouvrir les crédits sur la période de 2017-2020, et puis un autre document qui va ouvrir les crédits pour la période 2021-2024 pour financer les projets en matière de médecine personnalisée et santé personnalisée. Donc là, on voit dans l'intitulé que la recherche dans le domaine de la médecine personnalisée, ensuite, entre parenthèses, on parle de santé personnalisée. C'est pas faux parce que, comme on va le voir, quand on a essayé de la définir, cette notion, la santé personnalisée inclut la médecine personnalisée, mais elle ne s'y limite pas. Une autre manifestation de ce flou terminologique, dans un document de l'Association suisse des sciences médicales, dans un rapport de 2021, qui dit que la santé personnalisée porte orientée sur la recherche qui porte sur les patients et qui porte sur le système de soins, donc une approche orientée vers le patient, et on la réduit au système de soins. Or, comme on le verra, la santé personnalisée, comme vision que les groupes de travail de l'OFSP est mandaté par le CEFRI, donc le secrétariat d'État pour la formation, la recherche et l'innovation, c'était de dire que la santé personnalisée, elle porte sur les personnes malades, mais aussi, enfin sur toute la population, à la fois les personnes malades, mais aussi la population saine. Le fait de dire simplement cette phrase, ça ne nous explique pas ce qu'est la santé personnalisée. Le fait que ça porte à la fois sur la population, enfin les patients et la population en général, il va falloir, en droit, que l'on définisse exactement quels sont les objectifs. Cette confusion terminologique, on la voit aussi sur les sites de l'administration fédérale, où on voit que le réseau suisse de santé personnalisée, qui a été initié en 2017, donc le SPHN, Swiss Public Health Network, Swiss Personalized Health Network. Et ensuite, on va parler uniquement de médecine personnalisée, donc réduire cette approche à au système de soins. Or, il faut envisager cette notion sur tout le système de santé, en incluant, comme on va le voir, la promotion de la santé, la prévention des maladies et biomédicale
médicale, pour les traitements. Une autre manifestation, parce que ce n'est pas seulement dans les documents officiels, on le voit aussi dans différents documents, que ce soit sur le site de Planète Santé, sur le site du SPHN ou sur le site là de la Fondation Lennart qui accompagne des projets de recherche qui se focalisent sur les mutations de la société et qui lancent des projets dans le cadre de la santé personnalisée. On voit que la première phrase, le titre, c'est la santé personnalisée, mais ensuite, dans le corps du texte, on voit la santé ou médecine personnalisée est constituée de 3 avancées fulgurantes, comme si la santé et la médecine personnalisée étaient des termes connexes, synonymes. Or, on va le voir, c'est pas tout à fait la même chose. La médecine personnalisée inclut dans la santé personnalisée, mais elle ne s'y limite pas. Alors, je ne vais pas vous répéter ce qu'a dit mon collègue Alexandre Doche. Sa présentation sera mise en ligne sur le site de l'IDS entre aujourd'hui et demain, ainsi que toutes les autres interventions dans le cadre de ce colloque. Mais c'est pour vous dire que, à partir d'une analyse de la littérature que nous avons fait et publiée dans un article de la revue médicale suisse en mars 2021, on a pu arriver, pour notre projet de recherche, à distinguer ces notions et de voir comment elles étaient corrélées les unes avec les autres. La médecine personnalisée porte sur le patient, donc elle s'intègre dans le système de soins. Son champ d'activité, c'est le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies. Elle a une vision individuelle du patient et non de toute la population. Aussi, la provenance des données, elle porte sur l'ensemble des déterminants de santé, aussi bien que sociaux, environnementaux. Alors que si on se porte sur la notion de santé personnalisée et qu'on y réfléchit, si on repart à la préambule de la Constitution de l'OMS en 1946, avec la définition qui avait été proposée, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou de cette définition, elle a été largement critiquée depuis ses débuts. Il n'en est pas moins qu'elle repose sur un équilibre, 3 piliers qui fait toujours foi en santé publique à l'heure actuelle, c'est-à-dire le pilier physique, mental et social, et santé ne se réduit pas donc juste à l'aspect physique. Il y a aussi l'aspect social qu'il faut prendre en compte. Alors ça, c'est notre approche de la santé pour essayer de... C'est sur cette définition-là que nous nous sommes portés. C'est aussi une définition qui a été reprise dans certaines lois de santé cantonales en Suisse. On a parfois enlevé la notion de complet qui porte à confusion, mais l'équilibre mental, physique et social demeure. Et qu'est-ce qu'on désigne par personnalisé? C'est qu'on essaye d'avoir une meilleure connaissance des facteurs qui influencent donc la santé des personnes, donc sous l'angle de ces 3 aspects. On a une stratification de la population. Il s'agit de grouper la population en fonction des vulnérabilités auxquelles elles sont soumises, que ces vulnérabilités soient physiques ou sociales. Il existe des facteurs de ces 3 angles qui créent des vulnérabilités pour les populations et il s'agirait de pouvoir intervenir plus facilement grâce à un croissant et des compétences pour analyser ces données grâce aux nouvelles technologies qui puissent permettre de cibler de façon plus précise les interventions sur ces groupes de population pour avoir une action de promotion de la santé, de prévention et des interventions médicales qui sont adaptées aux caractéristiques de ces sous-groupes. Alors, en tant que juriste, comme je vous l'ai dit, nous avions besoin de définir cette notion de santé personnalisée parce que c'est à partir de cette définition que nous allons pouvoir déterminer quels sont les objectifs, quels sont les moyens qui sont utilisés, quels sont les risques qui sont mis en évidence, qui sont développés à cause grâce ou à l'occasion de ces activités, qu'est-ce qu'il va falloir protéger, où est-ce qu'il va falloir des autorisations pour contrôler la qualité. Donc, on a besoin d'une définition. Et c'est à partir de cette définition que je
peux commencer à faire mon travail d'épidémiologie. Cette définition, donc c'est une proposition, et puis je serais très heureuse d'avoir votre avis dessus pour la faire évoluer. On définit donc là, on propose donc de définir la santé personnalisée comme une combinaison de connaissances et de compétences qui sont générées par de nouvelles technologies et l'analyse massive, qui permet d'explorer les déterminants de la santé, à la fois psycho et sociaux, ainsi que leur interaction pour mieux cibler les enjeux de prévention et de promotion de la santé. Pour arriver à cette définition, nous avons fait une relecture qui a analysé les différentes, l'évolution des termes. On est parti tout d'abord de la santé personnalisée, pas de la santé personnalisée, de la médecine personnalisée en 1971, puis qui s'est développée surtout à partir de 1999. Puis il y a eu la médecine stratifiée qui s'est développée en parallèle, la médecine P4, et puis la médecine de précision qui, elle, se focalise sur outils pour aller détecter les véritables causes des biomarqueurs pour vraiment pouvoir déterminer quels sont les outils pour déterminer les véritables causes. Donc toutes ces notions, elles ont certaines subtilités qui les distinguent, mais elles se regroupent en ce qu'elles placent le patient au centre de leur démarche, le patient malade, donc elles ont une approche plutôt pathogénique. À l'opposé, en parallèle, il y a des conceptions qui se sont développées, qui sont axées sur la santé publique, la santé publique, la prévention de précision et puis la santé publique de précision pour essayer d'apporter ces outils, ces connaissances en matière de traitement de données pour arriver à cibler la population dans son ensemble, aussi bien donc la population saine qui, autant que possible, devrait demeurer en bonne santé. Donc, si on pouvait utiliser tous ces instruments et ces données pour maintenir la population en bonne santé, c'est aussi intéressant. Donc, à partir de cette définition, on peut commencer à développer une approche d'épidémiologie légale. Donc, c'est une définition qui n'a rien de juridique, c'est juste une définition fonctionnelle qui met en évidence les objectifs et les moyens de la santé personnalisée. Et à partir de cette définition, on va pouvoir commencer à analyser les défis juridiques du développement, de la recherche et de la pratique de la santé personnalisée. À partir des objectifs, en droit, on va pouvoir voir qui est compétent en la matière en se référant à la Constitution. Est-ce que c'est la Confédération? Est-ce que ce sont les cantons? Est-ce qu'il existe une stratégie nationale en matière qui met cette approche au centre des priorités sur un certain nombre? On va voir quels sont les moyens qui sont nécessaires, qui il faut protéger, s'il y a des participants humains, quels sont les risques de l'utilisation de leurs données, et toute une série de défis que je vais ensuite vous expliquer. Alors, quand on expose ces défis, il y en a certains qui dominent le débat, comme la nécessaire protection des données, mais il y en a beaucoup d'autres qui nécessitent d'être approfondis. Pour cet approfondissement des défis juridiques personnalisés, on ne peut pas juste s'appuyer sur le cadre juridique de la Suisse. Parce que c'est juste, l'exemple de la Suisse, c'est juste un exemple parmi d'autres. Et il existe d'autres pays, d'autres expériences juridiques de cadres légaux et réglementaires qui mettent en place des expériences qui peuvent être utiles à d'autres États. Alors, pour avoir cette vision comparée, l'approche de l'épidémiologie légale est particulièrement intéressante parce qu'elle permet de mettre en évidence les variations qui existent entre les cadres légaux et réglementaires des États, qui permettent de voir comment les dispositions, donc légales et réglementaires, sont réparties dans l'espace, avec une possibilité aussi de voir comment elles sont réparties dans le temps. C'est-à-dire qu'on a une fonction sur le logiciel qui est particulièrement utile dans le cadre du Covid pour voir si une mesure, quand elle a été introduite à tel moment, est-ce qu'elle aura plus d'efficacité
ou plus d'impact sur la santé, ou un impact bénéfique ou pas sur la santé, si on la prend plus tard. Donc, pour voir comment le droit se distribue sur le territoire et pour pouvoir faire des études d'impact. Pour en arriver là, pour faire cette étude, on procède au départ par un processus de codage des dispositions, des lois et en Suisse, et pour extraire de ces documents juridiques les éléments clés. Ces éléments clés, on les identifie grâce à une liste de questions qui a été préalablement établie et qui est établie avec un certain objectif qui est de faire ressortir certains concepts clés que je vais vous illustrer après pour savoir quelles sont les variations sur ces questions entre les pays. On a des résultats ensuite sous forme binaire, c'est-à-dire qu'on transforme du texte, le texte des lois, des résultats sous forme binaire qui permettent de faire des cartes, qui permettent un tableau Excel, et avec ces résultats, on peut ensuite associer ces données juridiques de manière plus systématique à des recherches médicales et aussi en santé publique pour faire des recherches d'impact des mesures juridiques sur le développement de la santé personnalisée, sur la santé des individus et sur la santé de la population. Alors, l'analyse de la littérature et les cadres légaux dans les 10 pays que j'étudie, qui sont la France, la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Estonie, la Finlande, le Canada, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et l'Irlande, permet de mettre en évidence certains défis. Alors, comme je vous l'ai dit, la protection des données domine le débat, mais la santé personnalisée, elle soulève beaucoup d'autres défis que l'on peut observer dans les cadres juridiques des différents. Il y a tout d'abord la notion de santé. La notion de santé, elle est importante, elle est définie. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais certains États ont consacré une notion de santé dans le droit. Et il est tout particulièrement intéressant de voir comment le droit appréhende les différentes circonstances de la dégradation de la santé, quelles sont les notions qui sont associées à cette dégradation, parce que ça va avoir des conséquences sur la considération, la protection de certains intérêts, notamment la responsabilité de l'État, la responsabilité de l'individu face à sa propre santé, l'engagement de l'État en la matière. Tout ça va dépendre de ce contexte que l'on considère, que l'on cherche à définir. Qu'est-ce que la santé? Comment la santé est définie et encadrée par le droit dans les différents nationaux. On va se poser aussi la question du financement des soins. Tout ça, c'est important et ça rentre dans ce cadre-là. Il y a la question de la recherche en santé. Quelle est la réglementation en la matière? On va protéger les participants humains à la recherche? Comment on va faire en sorte que on protège la liberté personnelle, comme on dit cadre juridique suisse, et comment on va à la fois protéger l'intérêt de la science ou faire une balance entre l'intérêt de la science et l'intérêt des individus qui participent à cette recherche. Pour la protection des données, défis qui se posent, à savoir déjà quel type de données sont nécessaires pour la recherche, comment on va les collecter, auprès de qui on va les collecter, sous quelles conditions, comment on va les stocker et surtout dans quelle mesure on va pouvoir utiliser ces données, selon quelles conditions et comment on va pouvoir les réutiliser. C'est-à-dire qu'elles ont été collectées dans un certain but et qu'ensuite on va vouloir les réutiliser pour un but qui est différent de celui pour lequel elles avaient été initialement collectées. Donc, ce sont des défis qui doivent être traités et qui sont traités peut-être de manière différente dans différents pays. Il y a la question des technologies, parce qu'on dit que la santé personnalisée se développe aussi du fait du développement de nouvelles technologies qui rendent l'analyse massive plus précise et plus rapide. Quelles sont ces technologies? Alors, il y a évidemment les robotiques,
des dispositifs médicaux, mais il y a aussi d'autres types de dispositifs comme les dispositifs électroniques, comme les portails, les clouds, la télémédecine. Il faut qu'il y ait une certaine sécurité et fiabilité de de ces dispositifs. Et là encore, dans certains pays, il peut y avoir un encadrement différent pour assurer la fiabilité de ces technologies. Il n'y a pas que les dispositifs électroniques, aussi les dispositifs techniques, comme les outils de self-tracking, donc qui permettent qui ont des montres connectées, de pouvoir faire différentes mesures sur leur corps. Il peut y avoir des capteurs environnementaux aussi qui détectent certains polluants atmosphère ou des eaux, et ensuite différentes techniques d'intervention sur l'environnement. Donc différentes technologies qui permettent de la santé personnalisée de se développer, mais aussi de mettre en pratique les résultats des recherches qui ont été faites. Il va falloir encadrer pour là encore protéger parfois les chercheurs, protéger les personnes qui participent à la recherche, mais aussi protéger le consommateur, la population en général et la société. Ensuite, il y a le droit à la santé. Ça, c'est un aspect. Bon, le droit à la santé a été consacré pour la première fois, encore dans le préambule. Il repose sur le droit à la santé sur deux aspects. D'abord, un droit d'accès aux soins, mais aussi un droit d'accès à un certain nombre de services qui prennent en compte les déterminants sociaux de la santé. Et cet aspect de droit à la santé, ici, il trouve toute son importance dans l'accès à l'accès aux résultats, l'accès aux bénéfices scientifiques et de la santé que les résultats des recherches vont pouvoir amener. Est-ce que ces recherches, elles amènent bénéfices qui sont accessibles à tous? Donc là, il y a la question de la prise en charge financière, de l'accès non seulement physique, rationnel. Donc c'est une question auquel les juristes doivent, c'est une question que les juristes doivent se poser. À qui c'est accessible tout ça? Certains États peuvent mettre en place des expériences juridiques légales et réglementaires qui permettent de favoriser cet accès. Et enfin, il y a la question de l'acceptabilité. C'est-à-dire, il faut que la population, on dit que la santé personnalisée, c'est avec la population et pour la population. Alors parfois c'est pour les patients, parfois c'est pour la population saine. Il faut qu'il y ait une information qui soit communiquée pour que la population ait confiance, créer les instruments de la confiance et de la participation de la population au processus. Il peut y avoir par exemple dans certains cadres juridiques une obligation de consultation des associations de patients, par exemple, pour certaines ou pour certaines recherches. Le but de développer cette pratique en harmonie avec la population qui va en recevoir les bénéfices pour qu'elle puisse accepter et puis aussi pour qu'il y ait une certaine confiance pour la disposition de données dans le cadre de la recherche, mais aussi si on doit avoir une approche de promotion de la santé et d'utiliser tous ces outils pour la promotion de la santé, il faut que la population puisse être réceptive et puisse accueillir les résultats de manière favorable pour les mettre en œuvre. Donc c'est pour dire, à travers cette approche préliminaire de l'épidémiologie légale, il y a beaucoup de défis juridiques au sein de cette notion de santé personnalisée et la question de la protection des données n'est que un infime partie de ce cadre-là. Au sein de cette arborescence juridique, j'aimerais vous illustrer ce que peuvent apporter les outils de l'épidémiologie légale en me concentrant sur une toute petite partie, de tout petit aspect de la protection des données, qui est l'accès aux données sociales et de santé pour la recherche en santé personnalisée. Pour cela, je me suis appuyée sur 4 pays. C'est la Suisse. Je vais vous exposer ça à travers différents. Alors, pour procéder, pour développer des approches de santé personnalisée,
il faut connaître l'état de santé des individus et avoir des données sur les états de santé, c'est essentiel. Avoir des données sociales, c'est aussi essentiel pour faire état des conditions dans lesquelles les gens naissent, sont éduqués, travaillent et vieillissent. C'est aussi essentiel. Surtout dans cette approche où on veut avoir une vision sur comment améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies. Quand on regarde, il y a certaines études, je pense aux travaux du laboratoire Giraffe à Genève. Giraffe, c'est Geographic Information and Analysis and Population Health, avec le professeur Idriss Guessou, Stéphane Yost et David de Ridder, notamment, font des corrélations spatiales entre différentes populations à Genève, pour mettre en évidence des liens entre, par exemple, le bruit nocturne, l'exposition au bruit nocturne et le sommeil et le problème de ou aussi les liens entre la consommation de tabac et la disposition kiosques qui vendent du tabac. Donc, toute une série de mises en corrélation et de vision spatiale. Et quand on voit ces études, donc, qui pourraient s'apparenter à de la santé personnalisée, parce qu'ensuite, on va pouvoir, avec ces résultats, on va pouvoir intervenir de façon spécifique sur ces populations de manière plus ciblée. Ces études, elles sont faites à partir de données qui sont essentiellement prises dans les cohortes populationnelles, comme le bus santé ou COLOS à Lausanne, avec des volontaires qui participent au long cours à des études par des examens répétés à intervalles réguliers et qui répondent à des questionnaires aussi sur leur style de vie, sur leur consommation de tabac, d'alcool, et avec l'association de données sociales et de données de santé, on va pouvoir faire ce type de recherche associée. Mais pour aller plus loin, il y a certains pays, voire régions, qui ont mis en place des mécanismes de coordination de données personnelles de santé, mais voire aussi sociales. Alors, qu'est-ce que sont ces données sociales? Ce sont des données personnelles, sur notamment l'utilisation de certains services sociaux, des données sur les naissances, la répartition des naissances, sur les bâtiments, sur la formation professionnelle. Et comment ils font ça? C'est en incluant les données des registres administratifs. Donc, les registres administratifs contiennent des données qui sont collectées de façon systématique par l'administration pour les besoins de l'activité de l'administration. Et là, il y a certains pays qui ont mis en place des mécanismes de collecte de ces données pour une réutilisation dans le cadre de la recherche. C'est notamment la Finlande qui a adopté en 2019 une loi en ce sens, une loi sur l'utilisation secondaire, donc la réutilisation des données sociales et de santé. Ça en place en 2019 et ça dans le but de faciliter le traitement effectif et sécurisé ainsi que l'accès à ces données pour la recherche, donc pour éliminer des charges excessives dans l'accès à ces données, accélérer la rapidité d'accès et aussi la protection des données. Donc cette initiative en Finlande nous invite à nous poser la question comment ça se passe ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui mettent en place ces systèmes de coordination, de mutualisation de données sociales et de santé? Alors, quand on regarde l'analyse préliminaire dans ces 4 pays, il y a certaines modalités de variation qui sont apparentes, notamment les modalités de l'engagement de l'État, c'est-à-dire est-ce qu'il existe une loi en amont qui va organiser cette collecte, qui va créer une plateforme, qui va lister les différentes données qui vont faire partie de la plateforme et qui vont être ou est-ce que le droit se contente d'avoir une approche générique, c'est-à-dire une approche fondée sur simplement la protection des données et l'encadrement de la recherche sur l'être humain, et qui va simplement par le biais de stratégies et d'un financement dans le cadre de priorité de recherche, et qui va laisser non réglementer le processus lui-même de création d'une plateforme de collecte, de mutualisation de données. Là, il y a différentes approches que je vais vous illustrer par des cartes. L'objectif visé par le processus de mutualisation peut différer selon l'État. Il peut s'agir uniquement de
voir la recherche, mais cette mutualisation, elle peut répondre à d'autres objectifs comme promouvoir la santé individuelle, la santé collective, une meilleure observation de la surveillance de la santé de la population, promouvoir les droits des patients, promouvoir la protection des données. Donc différents domaines. On va voir que les sources et les domaines de données qui sont couvertes par ces plateformes sont différents selon les et que les modalités d'utilisation des données pour la recherche sont différentes aussi, parce que parfois il va falloir un consentement express de la personne source, ou il va simplement falloir que la personne ait pu exercer son droit d'opposition, on va avoir ça. Et parfois il y a des expériences à l'échelon régional, comme c'est le cas en Écosse ou au Pays de Galles, ou d'autres. Alors, comment ça se manifeste la cartographie? Elle se fait par le biais d'un logiciel de codage du droit qui a été établi par l'université Temple, le Center for Public Health Law Research, donc l'université de Temple aux États-Unis, qui permet de coder le droit. On établit une liste de questions qui vont permettre d'extraire les dispositions clés des lois et de les coder pour avoir des résultats sous forme binaire, faire des cartes. Alors là, je vous donne un extrait des questions que j'ai posées de manière à extraire les informations qui nous paraissent pertinentes dans ce domaine des plateformes de santé et sociale. Alors la première question, c'est une question générale. Est-ce que l'État encourage les initiatives de coordination de données pour la recherche? On voit que les 4 pays étudiés ont ce type de disposition. L'encouragement se fait partout, mais là encore, l'encouragement, il se fait parfois par le biais d'une loi, comme c'est le cas en Finlande, d'une loi générale, ou en France, c'est pareil, il y a une plateforme Health Data Hub qui a été créée. Et puis en Suisse, là, il y a tout d'abord, je me suis permis, normalement, dans le codage, on ne code que des dispositions légales ou réglementaires, parce qu'elles ont toutes la même valeur d'un pays à l'autre, ce qui nous permet d'avoir des données qui soient comparables. Là, j'ai aussi codé des stratégies, parce que pour parler d'encouragement, il peut s'agir d'une stratégie sur plusieurs années, comme la stratégie suisse, la stratégie santé 2020, la stratégie santé 2030, dans laquelle on promeut certaines dispositions réalisation des données sociales. Il y a certaines dispositions aussi de loi, comme la loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques en Suisse, et il y a une loi similaire en Allemagne qui permet d'enregistrer, de collecter ces données au niveau central et qui peuvent être réutilisées dans la recherche. Alors, si je me suis permise de coder les stratégies, c'est parce que la question suivante porte sur le financement, c'est-à-dire est-ce que, au-delà de l'encouragement, est-ce que l'État finance ces dispositions, ces priorités de recherche? Là encore, il y a la même chose dans tous les pays. En Allemagne, c'est la stratégie Medical Informatics Initiative qui a été lancée en 2015. En Suisse, c'est le SPHN. Et après, on se pose la question, et c'est une sous-question, quelle loi constitue la base pour la réglementation de ce processus de coordination? Alors, il peut s'agir, comme en Suisse et en Allemagne, de lois spécifiques sur certains domaines, là, en l'occurrence, les maladies, leur enregistrement, ou il peut s'agir de la création, comme en Finlande, de la création d'un portail unique qui va donner l'autorisation pour accéder à toute une palette de données santé et sociales. Là, il y a plusieurs possibilités. On peut questionner le système pour avoir différents types de lois qui. Deuxième question, je vais aller un peu plus rapidement. On peut poser la question de savoir est-ce que la loi crée dans ces différents pays dossier électronique du patient partagé. Là, on voit que tous les pays ont ce type de dispositif, mais on va voir que tous ne mettent pas à disposition les données pour la recherche. En l'occurrence, il n'y a que la Finlande qui autorise la réutilisation des données de ce dossier électronique du patient pour la recherche. Ce sont des conditions qui sont très encadrées. C'est notamment uniquement depuis novembre 2021, la loi est entrée en vigueur et c'est avec le consentement express
des patients. C'est seulement pour les données sélectionnées par le patient qui sont à disposition de la recherche. Donc, quelles sont les conditions? Là, il s'agit de répondre pour la Finlande, un consentement express du patient, et donc c'est le cas de la Finlande. Plus vite sur celle-là. Juste pour vous montrer qu'en fait, quand on pose une question, ensuite on peut cliquer sur le pays et avoir accès à la disposition de la loi qui répond à cette question. Alors, on code en général dans la langue pour pouvoir mettre à disposition cet outil, l'outil de tous les pays qui peuvent le consulter, mais aussi parce que je n'ai pas voulu prendre la responsabilité de traduire loi. Alors, même si j'ai recours à différents de traduction pour comprendre ce qui est écrit, on code en général dans surtout pour le finnois, je code dans la langue nationale. Mais c'est particulièrement utile d'avoir ces dispositions pour savoir exactement quelles dispositions des lois permettent de répondre à ces questions. Ensuite, il y a cette question, est-ce que la loi crée donc une plateforme nationale d'échange de données, mutualisation de données, faciliter la recherche? Alors, là, on voit qu'il y a ce type de plateforme dans 4 pays étudiés, mais les données qui vont être collectées et qui vont être mises à disposition pour la recherche dans le cadre de ces plateformes ou ne sont pas du tout les mêmes. La portée des données concernées est totalement différente. Alors c'est pour ça que je pose dans la deuxième question, quelle est l'étendue des données couvertes par cette plateforme? La question là, c'est le dossier électronique du patient. Il n'y a qu'en Suède que ce dossier électronique du patient, certaines données sélectionnées du dossier électronique du patient sont mises à disposition pour la recherche. Il y a différentes données qui peuvent être sélectionnées à partir de l'analyse comparée des dispositions des différents pays. Et puis, dans la slide d'après, donc là encore, là, vous voyez que si on clique dessus, on a accès à la disposition qui permet de répondre aux questions dans la loi Finlande. Donc là, c'était le dossier électronique du patient. On peut cliquer aussi pour voir si l'exposition environnementale, les données sur l'exposition environnementale sont contenues dans ces plateformes. On voit qu'en Finlande, c'est le cas. Il y a notamment, je dois vous présenter le cas de réglementation en Finlande sur la protection de la santé des travailleurs, avec une loi qui oblige les employeurs à notifier à l'Institut national de santé et sociale les employés qui sont exposés à des substances cancérigènes. Donc ça, c'est une loi de 2020. Et ces données-là vont ensuite être mises à disposition sur la plateforme nationale. Et il y a un guichet unique qui s'appelle FinData, une agence, qui va pouvoir analyser les demandes de mise à disposition des données, faire un contrôle et ensuite mettre à disposition des données, soit et qui resteront sur une plateforme sécurisée, ce qui permet de contrôler aussi la sécurité, la permanence de la sécurité. En France, c'est aussi possible parce qu'il existe dans la loi de santé publique de 2015, une consécration de la notion d'exposome, donc les facteurs non médicaux qui impactent la santé. Et dans l'article 1 de cette loi, il est dit que la surveillance et l'observation des états de santé s'appuient sur le contexte d'exposome. Et il y a une disposition qui concerne les différentes données qui sont sur la plateforme santé française qui concerne les données de santé recueillies par les services de protection maternelle et infantile dans le cadre de leur mission qui est définie à l'article 2111-1 du Code de la santé publique et qui inclut des données sur l'exposome. Donc cette consécration de l'exposome dans la loi est particulièrement importante. Les données qui vont être collectées dans ce cadre-là vont évoluer avec le temps, mais c'est notamment très intéressant de pouvoir le noter qu'il y a cette consécration dans le. Et donc là encore, les dispositions envoient aux dispositions
Je vous ai dit aussi qu'il y avait certains États qui voulaient aussi consacrer des données sociales dans cette plateforme. Alors, est-ce qu'il y a des données sociales? Il s'avère que c'est uniquement en Finlande et en France que l'on peut voir ces données sociales. Quel type de données sociales? Notamment, c'est les données des registres de population. Alors, c'est vrai que les populations, enfin, les pays nordiques sont particulièrement en avance en ce qu'il s'agit collecte de données systématiques et de l'existence de registres administratifs dans beaucoup de domaines et la mise à disposition des données de ces registres pour la recherche est particulièrement intéressante. Elle est le fruit d'une certaine confiance de la population parce que ces registres, ils ont été créés pour la plupart dans les années 60. Donc, ça fait longtemps que la population est habituée à ce qu'on collecte des données de façon systématique et de façon uniforme sur toute la population. Et la mise à disposition de ces données ensuite pour la recherche permet d'avoir presque des cohortes populationnelles à l'échelle de la population. Mais encore une fois, ce type de principe et d'approche est propre aux pays scandinaves qui ont créé une certaine culture de la collecte de données et qui ont créé en même temps une certaine confiance de la population dans le traitement des données. À cela s'ajoute le fait qu'il existe un numéro d'identification personnelle qui est commun à tous ces registres, ce qui facilite la liaison des données, l'agrégation des données ensuite pour la recherche et d'autres buts administratifs. Alors, est-ce que cet accès facilité aux données de la population entière, est-ce qu'elle favorise la recherche? Alors, la plupart des lois que j'ai eu à traiter dans le cadre de cette recherche préliminaire sont particulièrement récentes. La plupart, elles ont été adoptées ou elles sont rentrées en vigueur entre 2019 et 2021. Donc, on a encore peu de recul pour savoir quels sont les bénéfices de cette mise à disposition facilitée. Parce que le but étant, en associant des données santé et sociales au sein d'une même plateforme, c'est de pouvoir de remplir ce but, un de ces buts de la santé personnalisée, qui est d'avoir une vision sur les déterminants sociaux. Donc, il faudra voir à l'avenir quels sont les bénéfices, quelles sont les expériences des différents pays en la matière. Il faut garder une certaine réserve aussi par rapport aux expériences des autres pays. Les pratiques juridiques d'un pays ne sont pas forcément transposables dans un autre pays. Le droit est le fruit d'une culture, de certaines confiances de la population. Elle reflète des intérêts. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne dans un pays qu'il faudra absolument transposer et que ce sera transposable dans un autre pays. À ce titre-là, il y a certains pays qui mettent en place des initiatives pour communiquer à la population sur ces pratiques. Je pense notamment à l'initiative en Allemagne, donc le Medical Informatics Initiative, un peu comme le SPHN en Suisse, qui s'accompagne de formations en sciences des données à travers le programme d'études des étudiants de santé. Aussi, l'acceptation de la population, des programmes de santé, des professionnels de santé est essentiel. Il faut que la population, les patients puissent faire entendre leur voix dans ces débats. Et comme il peut y avoir des initiatives dans le pays pour faciliter cette participation de la population. Donc, j'en termine là avec ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup, Dr. Marx, pour cette excellente présentation, en tout cas en ce qui me concerne extrêmement intéressante et qui soulève pas mal de questionnements. Mais je vais ouvrir la parole aux participantes et aux participants. Est-ce qu'il y a une ou des questions pour le Dr. Marx? Si c'est le cas, je vous laisse enclencher votre micro. En attendant qu'il y ait une question, moi j'aurais une question en vous entendant parler, je me suis questionnée sur la contradiction entre l'accès aux données, enfin on parle beaucoup d'open data maintenant, et puis la protection des données. Donc on a quand même une base légale qui nous incite à être très prudents. Donc moi je trouve que dans le cadre de nos activités, de nos projets, notamment en épidémiologie populationnelle, on est
on est souvent tiraillé entre ces deux tendances qui sont quand même, pour certains aspects, très contradictoires. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le rôle du droit, quelque part, de balancer ses intérêts. Parce qu'il y a un intérêt fort pour la recherche, ça fait partie de la liberté de la science, c'est de la nécessité de la science. Et partie, il y a cette nécessité de protéger les intérêts de la population, qui sont la confidentialité. Ensuite, cette réglementation, elle arrive dans un certain cadre culturel, un cadre. On ne peut pas faire la même chose en Finlande qu'en Suisse, parce que la population n'est pas réceptive de la même manière. Comme je vous le disais, en Finlande ou dans d'autres pays nordiques, la Suède, le Danemark, les populations est très habituée à ce que l'État collecte des données. Le niveau de confiance dans le gouvernement est peut-être plus élevé, ce qui fait que il y a moins de défiance quant à l'utilisation des données. Donc, comme je vous dis, une approche juridique d'un pays à l'autre n'est pas forcément transposable parce qu'il faut qu'il y ait certaine acceptation et le droit vient se greffer sur cette acceptation de la population. C'est le Parlement qui fait les lois. Le Parlement est censé représenter les intérêts des gens, de la population. Donc, c'est un reflet des intérêts et de la vision de la population. Alors, pour répondre à votre question, c'est une problématique qui prend du temps. Il y a certains États comme la Finlande qui ont été proactifs, qui ont fait une loi donc sur la réutilisation des données santé sociale, parce qu'elle était adoptable, cette loi, parce qu'il y avait un contexte populationnel d'acceptation qui était fort, et quelque part qui facilite grandement l'accès aux données. Parce qu'il y a un portail unique, ce qu'ils appellent One Shop Gate, qui permet, les chercheurs peuvent aller faire leur demande auprès de FinData et FinData va leur agréger les données qu'ils veulent et leur donner accès sur une plateforme sécurisée, c'est-à-dire que les données ne sortent pas de FinData, ce qui enlève la responsabilité de la protection des données aux chercheurs. Et, euh, et voilà, ça va beaucoup plus vite. Il y a moins de charges administratives. Ce système-là ne fonctionne pas partout. On voit qu'en Suisse, c'est possible dans le cadre de la LEMO, donc de la loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques. En Allemagne, on a un peu les mêmes problématiques parce qu'en fait, l'Allemagne et la Suisse ont à peu près les mêmes approches pour tout. Mais bon, en Suisse, on a une approche en silo. On notera quand même que dans l'article 1 de la LEMO, il y a un encouragement à développer ce type de surveillance et d'enregistrement pour d'autres maladies non transmissibles. Donc, on verra par la suite comment ça se développe. Et c'est le droit qui devrait, pour répondre à votre question, c'est qui devrait mettre cette balance, mais ce droit, il ne peut pas venir s'il n'y a pas l'accord de la population. Donc, ça reste difficile, il faut avancer pas à pas, et puis voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audition? Pas dans l'auditoire, pardon, virtuel. D'accord, moi j'aurais juste encore une question à vous poser. Vous avez évoqué l'initiative SPHN en Suisse, hein, Swiss Personalized Health Network Initiative, en étant une initiative nationale, quelqu'un a un mandat du CEFRI à l'Académie suisse des sciences médicales. Moi, j'étais extrêmement surprise en prenant connaissance de cette initiative, que dans le fond, c'était une initiative qui se focalisait sur les hôpitaux universitaires en Suisse et qui avait totalement bypassé les autorités cantonales, qui sont pourtant en charge d'organiser les systèmes de santé et de soins au niveau cantonal. Euh, Est-ce que ça vous interpelle, cette réalité-là? Ça m'interpelle et ça me laisse penser que ce processus est préliminaire. C'est-à-dire qu'entre 2017 et 2020, il a fallu créer l'infrastructure. Ce qui est attendu pour la période 2021-2024, c'est assurer une durabilité du système. Peut-être que dans cette période, il faudra considérer les acteurs en présence et essayer de prolonger ce qui a été déjà créé en associant de nouveaux partenaires essentiels pour la durabilité du système. Euh, Là encore, on a une approche bottom-up quelque part en Suisse où le droit n'encadre pas la structure elle-même.
a laissé les partenaires se débrouiller en ayant un cadre juridique général pour la protection des données et pour l'encadrement de la recherche sur l'être humain. Mais il n'y a pas une loi comme en Finlande qui dit comment on va créer la plateforme, qui vont être les partenaires, quelles vont être les données qui vont être mises à disposition, sous quelles conditions. Ça, il n'y a pas cette centralisation. Donc, quelque part, on avance à tâtons. Et je pense que pour la durabilité du système, il va falloir agrandir les partenaires, notamment que ce sont les cantons qui sont responsables des systèmes des systèmes de soins et de santé de la population en premier lieu. Donc il va falloir faire en sorte que ces partenaires soient associés. Ok, merci beaucoup. Alors, je regarde s'il y a des questions au niveau des participantes et participants. En tout cas, s'il y en a à l'avenir, je reste à disposition par email. Je ne sais pas si Voilà, il était affiché dans la première diapositive. Très volontiers que je poursuis la discussion avec. parfait. Alors, je crois on arrive au bout de cette présentation. Je vous remercie beaucoup, Dr. Marx, pour cette présentation vraiment très, très intéressante. C'est, je trouve, vraiment très utile, ce décryptage et ce décodage de toutes ces bases légales, cette comparaison interpays, internationale, qui donne un regard très complémentaire par rapport à ce qu'on peut avoir comme regard à travers les différentes initiatives dans le domaine de la recherche personnalisée, enfin, de la C'est recherche dans le domaine de la particulièrement santé personnalisée. intéressant. Je disais, ce qui est intéressant, c'est de ne pas se limiter à la Suisse, parce que la Suisse n'a Oui, pas le monopole de savoir ce qu'il faut faire en la matière. C'est un domaine qui se développe au fur et à mesure. Et sans de voir quels sont les États qui sont déjà intéressés dans cette approche et pratique pour voir ce vers quoi on peut tendre. Mais encore, on ne peut pas le faire sans l'accord de la population, avec le Parlement qui vote les lois et qui le fait en représentation de la population et de leur intérêt. On ne peut pas aller plus vite que la musique. parfait. Merci En tout cas, beaucoup du point de vue et du droit. Merci beaucoup voilà. à vous. Et tout de bon pour la Suisse. Bon appétit à toutes et à Merci, tous. bon appétit. Au Au revoir. revoir. Au revoir.